Le body positive. Peut-être que ce terme vous évoque quelque chose ou peut-être absolument rien et que c'est la première fois que vous l'entendez. En tout cas, pour ma part, je me suis posé la question, qu'en est-il en 2025 ? Et ça, ce sera le thème des prochaines minutes ensemble. Installe-toi confortablement dans ton canapé, bonne route si tu m'écoutes en roulant ou bon ménage, et c'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie, je suis éducatrice sociale et formée en photothérapie et thérapie du corps et de l'image. Chaque mois, je vous propose un nouvel épisode du podcast Parle-en au corps, où le but est d'ouvrir des réflexions, que je vous partage mon avis ou des conseils qui tournent autour du sujet du corps, de l'apparence et de la santé mentale plus globalement. Je suis un peu plus active sur mon compte Instagram, donc si la thématique vous plaît, n'hésitez pas à y faire un tour et à vous abonner. Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur le terme body positive ou corps positif en français. C'est un mouvement social qui vise à l'acceptation de tous les types de corps et ce, peu importe ses particularités. Enfin, ça c'est plutôt la vision actuelle car à l'origine, ce sont deux femmes américaines, Connie Sobczak et Elizabeth Scott, qui en sont les pionnières. En 1996, elles fondent ce mouvement à la suite de la mort de Stephanie, la sœur de Connie, qui souffrait de troubles alimentaires durant son adolescence. L'un des premiers buts était d'abord politique, bousculer notre société en demandant à ce que les corps gros ne soient plus cachés. Le second but était d'aider les personnes en surpoids vers le chemin de l'acceptation de soi. Elles ont alors créé une association qui a évolué en communauté dont les messages thérapeutiques vont à l'inverse de la société patriarcale et capitaliste qui maintient les gens dans une lutte perpétuelle contre leur corps et met en avant uniquement la femme mince et très souvent blanche. Petite parenthèse, je risque de dire plusieurs fois les mots gros, obèse, maigre. N'y voyez pas de jugement, mais plutôt un adjectif utilisé par le corps médical pour signifier la corpulence d'une personne. Avec l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux, le mouvement a commencé à bien faire parler de lui vers 2010 et s'est largement répandu pour arriver à son apogée aux environs de 2020. Qui dit réseaux sociaux dit beaucoup de monde et donc forcément, le mouvement a pris une autre dimension beaucoup plus inclusive qui vise à accepter tous les corps et toutes les particularités. Ce ne sont donc pas uniquement les femmes en surpoids qui postent des photos et des messages avec le hashtag body positive, mais des femmes avec de l'acné, des maladies de peau, des femmes dont l'ethnie est peu représentée, des femmes avec un handicap, une particularité physique peu incarnée et de nombreux autres exemples. Je dis des femmes car elles sont en majorité à s'identifier à ce mouvement, mais en réalité, hommes, femmes, personnes trans, tout le monde était concerné. Sur les réseaux sociaux, le mouvement body positive encourage la diversité et l'estime de soi afin d'instaurer une relation plus saine avec son corps. Alors plus le mouvement grandit, plus il est critiqué. Nous avons d'un côté un ensemble de personnes qui soutiennent le body positive et redéfinissent la normalité, et de l'autre côté, le clan qui désapprouve le mouvement body positive en s'appuyant sur des études. Commençons par les partisans du mouvement. Les personnes qui défendent le body positive estiment que la beauté est une construction sociale dont les critères dépendent de la culture et refusent de l'associer à des stéréotypes partagés par les médias. Concrètement, ça signifie qu'elles en ont marre que la société juge que ce corps est beau et que celui-ci l'est moins. Elles en ont marre que certains corps soient sous-représentés dans la publicité, dans les films ou tous les médias confondus, car jugés pas assez sexy, pas assez vendeurs pour les consommateurs. Les partisans défendent alors l'impact psychologique positif qu'influence le mouvement. En devenant une véritable tendance sociale, le mouvement a permis à de nombreuses personnes de changer la manière dont elles se perçoivent. Mais c'est tout de même très difficile de quantifier cet impact, tant il est propre à chacun. De plus, on peut se sentir mieux momentanément en ayant consommé du contenu body positif ou en étant entouré de gens qui partagent ses valeurs, puis rentrer chez soi et se retrouver à nouveau seul face à l'image de son corps. Malgré tout, et selon des recherches, l'exposition à des images body positives améliore l'estime et la confiance en soi. Pour ne pas massacrer le nom des chercheurs, je ne vais pas les citer à l'oral, mais vous trouverez toutes les sources en barre d'infos. En 2015, une analyse met en évidence la valeur protectrice de l'acceptation corporelle. Selon les professionnels, les personnes pratiquant le body positive ont une probabilité moins élevée de souffrir de troubles du comportement alimentaire.
Pour rappel, un TCA, donc trouble du comportement alimentaire, est une perturbation de la relation à l'alimentation qui altère la santé physique et mentale de la personne qui en souffre, ainsi que son adaptation psychosociale. En d'autres termes, le trouble touche toutes les facettes de sa vie. La personne conditionne sa vie autour de son rapport à la nourriture. Dans les troubles du comportement alimentaire les plus connus, on retrouve l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie, et d'autres moins connus qui touchent l'ingestion des aliments, le trouble pica, le méricisme, c'est le fait de ruminer les aliments, la restriction ou l'évitement de l'ingestion d'aliments. Bien qu'il soit difficile de donner un chiffre exact, on estime qu'entre 5 à 9% de la population mondiale est touchée par les TCA. Si le mouvement body positive a un impact tangible sur la manière dont on se perçoit, il permettrait d'empêcher certaines personnes de tomber dans les troubles du comportement alimentaire en sublimant les corps gros. Pour vous expliquer comment on tombe dans un trouble du comportement alimentaire, 80% des personnes souffrantes commencent par un régime avec le même objectif, maigrir. Maigrir car on a ancré qu'on sera plus joli, maigrir pour plaire, maigrir pour correspondre à un standard de beauté, maigrir car on l'associe à la réussite, au pouvoir, maigrir car on a souffert de remarques, d'harcèlement scolaire, d'agressions physiques et sexuelles. Grâce au body positive, la tendance du corps maigre est contrebalancée par des images promouvant la beauté des corps plus gros et beaucoup de bienveillance présente dans le discours de ses fondateurs et partisans. Je le répète, mais à l'origine, le body positive met en évidence les personnes obèses, donc c'est normal que je ne dise pas qu'il promeut tous les corps. Ça engloberait les corps maigres, voire squelettiques, qui est finalement, j'aime pas ce mot, mais l'objectif d'une personne souffrant d'anorexie mentale, et le message serait totalement biaisé. Le but n'étant pas de créer un mouvement mettant en danger la vie des personnes. Une étude réalisée en 2022 a démontré le fait qu'encourager les gens à valoriser et accepter leur corps sans adhérer à des normes esthétiques irréalistes peut améliorer l'estime de soi et diminuer le sentiment d'insécurité et d'inadéquation. Je trouve ça important de se pencher sur la notion de normes esthétiques irréalistes. Je pense que ça touche plutôt les jeunes personnes, voire plutôt les adolescents. Et tout de suite, ça me fait penser aux filtres de beauté sur les réseaux sociaux, mais aussi à toutes ces applications avec lesquelles chacun peut modifier facilement les caractéristiques de son visage et de son corps, et dont finalement ce n'est absolument pas simple à détecter. Et chaque année qui passe, la technologie se performe, et bientôt on ne pourra plus être certain que ce que je vois est réel. Et je pense que vous savez qu'à l'adolescence, c'est une période où on veut se démarquer de ses parents, défier l'autorité, mais où on a besoin d'appartenir à un groupe et ressembler à ses pairs pour combler le besoin de sécurité. Et là, le body positive t'inclut dans sa safe place et te dit « Regarde, nous sommes nombreux à être comme toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas inhumain, tu n'es pas moche, ton corps est beau et nous te considérons. » Finalement, une étude exploratoire révèle que l'exposition à des images réalistes de corps dans tous les médias nous octroie à une perception plus positive de notre propre corps. Savez-vous ce que c'est qu'une norme ? Comment on la définit ? La norme, c'est quelque chose qui est établi. C'est une règle en quelque sorte, par l'autorité, la coutume ou le consentement général. En gros, la norme, c'est une question de majorité. On peut donc basculer en fonction de la société dans laquelle on vit et ce n'est pas identique partout. Par exemple, si je vous donne une normalité d'un point de vue physique, c'est la normalité dans les pays scandinaves d'être blond aux yeux bleus, mais ça ne l'est pas dans les pays d'Asie. J'ai lu qu'une étude faite en 2016 en France déclarait que 40% des femmes font une taille 44 et plus, contre seulement 6% qui, elles, feraient un 36. Alors tout de même, un point d'attention, l'enquête a été menée à l'égard de 55 000 femmes âgées de 17 à 65 ans auprès d'un site de vente en ligne. En sachant que les femmes faisant un 44 et plus ont davantage de difficultés à trouver de quoi s'habiller en magasin, ce sont plutôt ce type de profils qui vont se tourner vers la vente en ligne. Donc c'est assez normal qu'elles soient en majorité. Je vous avoue que je pensais trouver plus d'infos sur la taille moyenne. En tout cas, pour la Suisse, je n'ai rien trouvé. Mais je pense qu'en 9 ans, la situation n'a pas connu un énorme rebondissement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un corps de femme avec des rondeurs est totalement dans la norme. Et ne confondez pas norme et normalité.
Je n'ai pas dit que le 36 et les tailles en dessous ne sont pas normales, elles ne représentent juste pas la majorité qui se trouve plutôt autour du 38-40. D'où ma question suivante, pourquoi ces femmes ne sont-elles pas plus représentées? Pourquoi les femmes faisant du 44 et plus ne trouvent pas de quoi s'habiller dans nos magasins et doivent systématiquement se tourner vers des sites en ligne et souvent des sites chinois? Peut-être que si elles étaient davantage représentées et considérées, elles pourraient se sentir bien dans leur peau. Du moins, c'est l'argument avancé par les partisans du body positive. Si je résume rapidement les principaux arguments des personnes qui soutiennent la cause, le body positive impacte favorablement notre rapport à la nourriture et à l'image de notre corps. Il améliore l'estime de soi et diminue le sentiment d'insécurité, ce qui engendre une meilleure harmonie avec soi. Et grâce au mouvement, plus de personnes se sont exposées avec plus de simplicité et des corps autrefois cachés sont davantage représentés, reflétant une réalité plus proche de notre société. Passons maintenant aux personnes qui s'opposent au mouvement ou du moins y voient de nombreux points contestables. En 2018, une société scientifique vouée à l'étude de l'obésité et de ses traitements publie un rapport indiquant que la normalisation des grandes tailles de vêtements nuirait à la perception de l'obésité en Angleterre. Un expert en maladies cardiovasculaires parle lui de minimisation, voire même d'ignorance de la part du mouvement body positive vis-à-vis des problèmes de santé liés au surpoids et à l'obésité. Selon eux, le nombre de personnes obèses qui perçoivent mal leur corps serait en augmentation. En adhérant au mouvement, le problème de ces gens est qu'ils sont moins susceptibles d'essayer de perdre du poids ou sont moins conscients de la dangerosité de leur situation. L'expert craint notamment que les interventions et campagnes médicales qui visent à alerter seraient mal perçues et vécues comme de la grossophobie. Outre la santé physique, la santé mentale serait également lésée car le mouvement peut donner lieu à des formes de pression psychologique. Je m'explique. En devant adopter continuellement une image positive à l'égard de ton corps, tu t'ajoutes une pression continuelle, la pression de devoir s'aimer, et celle-ci peut devenir une source de stress. S'offrir de son image, c'est déjà problématique et difficile à vivre, alors apprendre à s'aimer de façon inconditionnelle sous sa propre pression mentale, ce n'est pas possible. D'un point de vue cognitif, tu renforces l'idée dans ta tête qu'il existe une corrélation directe entre l'image reflétée par le miroir et le bonheur. Si le corps que je vois dans le miroir ne me plaît pas, je ne peux pas être heureuse. Ou au contraire, si j'aime ce que je vois, je suis heureuse. Donc c'est exactement le même processus qu'une personne qui souffre d'anorexie. Elle associe son bonheur, sa réussite, sa valeur à son image. Pour finir, il y a aussi une série de personnes qui critiquent le mouvement car elles estiment qu'il a perdu en crédibilité depuis que des individus au physique parfait se le sont appropriés également. Peut-être avez-vous vu passer ces photos sur Instagram, Insta versus Reality. Pour ceux qui m'écoutent en podcast audio, je vais vous le décrire, mais pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, je vous mets les images à l'écran. En gros, sur la première photo, tu vois une fille mince, sans être maigre, En tout cas, elle a un ventre plat. On peut dire que son physique correspond aux critères de beauté actuels. Bref, cette fille prend la pose, elle se met à son avantage pour la photo, elle porte son leggings taille haute, elle est bien coiffée. C'est tout à fait le genre de photo qu'elle publierait sur Instagram. Et à côté, la même fille, mais qui cette fois ne se tient pas droite, porte son leggings taille basse et fait ressortir son bourrelet de façon exagérée pour représenter la réalité. Ce genre de photos ont très bien marché sur les réseaux sociaux pendant toute une période. J'ai l'impression d'ailleurs que mon feed ne me proposait plus que ça. Alors évidemment qu'au premier abord, il vise à l'acceptation de soi, à montrer que même les filles qui ont un physique de rêve ont des imperfections, de la cellulite, des boutons, et j'en passe. Et sûrement que ce contenu a aidé et fait prendre conscience à de nombreuses personnes que oui, en quelque sorte, on est tous pareils. Mais là où il est devenu problématique, c'est que des personnes ont profité de ce buzz montant pour se créer de fausses imperfections, et là effectivement, le mouvement perd en crédibilité. Ainsi, le contenu body positive s'éloigne de plus en plus de son objectif en devenant générateur de complexes physiques. Alors d'un point de vue plus personnel, je pense qu'il est bien de montrer aussi que pour plaire au monde, afin de se plaire à soi en premier, c'est quand même le but final, nous les femmes, on rentre souvent le ventre.
Je pense que très régulièrement dans la journée, je rentre le ventre sans même m'en rendre compte. Et si je dois être tout à fait honnête, la première situation qui me vient en tête quand je vous parle de ça, c'est au moment du coucher. Mon mec m'a vu tellement de fois et sous tous les angles, et pourtant, il arrive encore qu'au moment où je me déshabille pour aller au lit, que je passe devant lui pour éteindre la lumière, je contracte mon ventre. Je serre ma sangle abdominale afin de cacher le gonflement naturel, soit dit en passant, de mon ventre. Car oui, j'ai mangé, oui, ça m'arrive d'être ballonnée, oui, j'ai aussi mes règles et les changements hormonaux influencent la forme de mon ventre. Je le sais tout ça, mais je ne réfléchis même plus. Là, je le réalise car j'ai pris le temps d'y penser, vous voyez. Tout ça pour dire que j'estime bénéfique que des personnes en parlent et le normalisent sur les réseaux sociaux, notamment pour ça. Il n'y a pas besoin non plus d'exagérer et de se mettre dans des positions improbables pour le démontrer. On vient de passer en revue les arguments des partisans et des opposants du mouvement, et ce qu'on peut dire, c'est que le body positive a fait parler de lui. À la suite de ces réflexions et critiques, un nouveau mouvement est apparu, le body neutrality, ou le corps neutre en français. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ce mouvement prône un regard différent sur les corps qui consisterait non plus à vouloir l'aimer ou à le trouver beau à tout prix, mais à le considérer comme un élément neutre. Le corps ne serait donc plus considéré comme un objet de beauté, mais ramené à ses fonctions et ses capacités. Bouger, s'alimenter, partager avec d'autres êtres humains, vivre tout simplement. L'objectif est d'instaurer un rapport plus sain avec son corps afin de vivre en paix avec lui. Là où le body positive vise à atteindre l'amour de notre propre physique, le body neutrality se concentre sur la reconnaissance et l'acceptation. Ok, je ne suis pas mon idéal, mais mon corps est en bonne santé. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis là-dessus. N'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous en pensez, si vous êtes partisan plutôt du body positive ou du body neutrality. D'ailleurs, en parlant d'avis, laissez-moi vous donner le mien. En faisant quelques recherches et en discutant autour de moi, je m'aperçois que le mouvement est souvent mal compris. Ce n'est pas une guerre des minces contre les gros, ce n'est pas non plus une secte qui encourage les gens à rester dans leur surpoids. Je pense sincèrement que le mouvement a été créé pour les bonnes raisons et parce qu'il y avait un réel besoin de figures connues dont le physique ne correspond pas aux standards de beauté de notre époque. J'ai l'impression que ce qui a pu dégoûter certaines personnes, c'est le marketing qui s'est servi de cette tendance pour attirer de nouveaux clients et qui se disent body positive friendly. En revanche, il a permis à des marques pour vêtements grande taille de se développer, d'apercevoir de nouveaux mannequins sur le catwalk, notamment Ashley Graham. Le visage d'Ashley Graham, vous êtes peut-être familier. En 2016, elle est devenue la première mannequin grande taille à la une du magazine Sport Illustrated, qui a pas mal fait parler à ce moment-là. Certains sites en ligne ne photoshopent plus les photos de leurs mannequins et on peut apercevoir leur vergeture ou cellulite. Je pense notamment au site Asos. Après, on est d'accord, ils ne prennent pas non plus n'importe qui comme modèle et la plupart sont minces. Mais d'après ce que j'ai pu lire, la mode aurait évolué grâce au mouvement. Les marques qui se prétendent inclusives ont compris qu'il faut pouvoir offrir un large choix tant sous la forme, la matière, les couleurs, afin que chacun puisse trouver des vêtements qui flattent sa morphologie tout en garantissant du confort. Fini de se cacher sous des gros pulls noirs, désormais chacun peut trouver des vêtements tendance, colorés et à sa taille. Si c'est vrai, je salue cette avancée, après, reste à voir les prix. Je ne suis pas concernée, donc pas très bien placée pour affirmer que c'est vrai ou faux, mais je pense que peu importe notre morphologie, on devrait pouvoir se sentir bien dans ses vêtements, joli, à son aise, sans avoir à débourser un rein. D'ailleurs, peu importe votre morphologie, mais si vous ne savez pas comment vous habiller, n'hésitez pas à vous inspirer des réseaux sociaux ou de Pinterest. Je vois passer beaucoup de filles mid-size ou plus-size qui donnent des idées et de tenues vraiment sympas. Et parfois, quoi de mieux que de se sentir trop belle pour booster sa confiance en soi. Je voulais aussi rappeler que le corps ne devrait pas être une tendance. Je répète, le corps n'est pas une tendance. Le dernier truc que j'ai vu sur TikTok, c'est une trend qui consiste à savoir si tu as des grosses cuisses en t'asseyant. Évidemment qu'on a tous des plus grosses cuisses assises que debout. C'est comme si je me demandais, est-ce que dans un looping, mes cheveux vont être au-dessus de ma tête ? Ben oui. Mais je vous jure, ça ne me laisse pas indifférente, car je pense au nombre d'adolescentes qui vont penser qu'elles ont des grosses cuisses à cause d'une trend.
À mon époque, j'ai 28 ans, donc je peux dire à mon époque, c'était la même chose, mais il fallait avoir l'espace entre les cuisses. Vous n'imaginez même pas comme ça a pu me complexer. Surtout quand tu sais que toutes ces filles, quand elles se prennent en photo, elles mettent un peu les fesses en arrière et hop, t'as l'écart. Toutes mes photos d'ado devant le miroir, c'est ça, le cul en arrière. Fallait pas que la séance photo dure trop longtemps, hein, sinon je vous dis pas le mal de dos. Inversement, j'ai pu voir qu'aux États-Unis principalement, des gens ont commencé à encourager l'obésité en affirmant qu'ils n'étaient pas en mauvaise santé et que chercher à maigrir était dangereux. Avec un discours si extrême, il n'a pas fallu longtemps pour obtenir de la visibilité et qu'une communauté sous le nom de Fat Acceptance soit créée. Ces personnes, affirmant avoir un discours body positive, sont en fait tout l'inverse car elles sont dans le jugement et la non-tolérance de tout membre qui cherche à perdre du poids. Tout ça pour dire qu'à mon sens, le body positive d'origine a délivré le message que le corps n'est pas une tendance et que des personnes se le sont appropriées de la pire des façons. Juste, c'est impossible d'avoir le corps de cette personne car tu n'es pas cette personne. Ce n'est pas ok de s'affamer pour de jolies photos sur Instagram, ce n'est pas ok d'être grossophobe et ce n'est pas non plus ok de juger les personnes qui veulent perdre du poids. Mais si ça ne rend pas moins dur les critiques, ceux qui se permettent d'en faire sont dans une grande insécurité. Tu reflètes simplement ce qu'ils ne parviennent pas ou ne s'autorisent pas à faire. Alors arrêtons d'être trop durs avec nous-mêmes et faisons au mieux pour nous aimer. Et en body neutrality, on dirait « j'ai de la chance d'être en vie, alors pourquoi me prendre la tête avec mon physique ?» J'avoue, j'ai de la peine à me situer entre les deux mouvements. Je pense qu'il y a des jours, je me dis « t'es trop bien comme ça, t'as de la chance d'avoir telle ou telle caractéristique, ça servirait à quoi d'avoir un nez plus petit ?» En fait, je me rassure, je prends du recul et je me demande sincèrement si je serais plus heureuse avec une autre apparence. Moi qui aime la mode, la beauté, je suis forcément influencée par les autres. Et si je réfléchis, mes aspirations, mes goûts sont uniquement dus à ce qui m'entoure. Par exemple, supposons que je sois née en 1800. Je trouve très esthétique les cheveux roux et les petites poitrines, sachant que je suis blonde et que j'ai une poitrine généreuse. Il m'est impossible de changer mes caractéristiques car la chirurgie esthétique n'existe pas, elle a commencé à apparaître aux alentours de 1950. Je pouvais éventuellement changer ma coupe de cheveux et tricher avec mes vêtements, mais au fond, je me résigne et j'accepte. Je n'ai pas à me poser la question si je préférerais habiter sur Mars ou sur la Terre, car pour l'instant, la possibilité n'existe pas, donc je ne suis pas triste de ne pas pouvoir le faire. À notre époque où nous avons de nombreuses possibilités de médecine et chirurgie esthétique, bien que très coûteuses, le dilemme et la pression sont difficiles à supporter. La société te rappelle que cette possibilité existe, les personnes qui transforment leur corps paraissent naturelles et ça ne se voit pas forcément que tu as fait de la chirurgie. Donc de plus en plus de personnes se transforment et quelque chose qui est majoritaire pourrait devenir minoritaire. Je vous donne l'exemple avec les lèvres fines. De plus en plus de solutions non intrusives existent. Plus besoin d'aiguilles, vous trouverez sans difficulté dans votre magasin un gloss qui grossit les lèvres. Sans compter sur les techniques de maquillage et les ventouses qui, je pense, ont un peu floppé depuis que certaines personnes se sont retrouvées avec des bleus à cause des vaisseaux sanguins qui ont éclaté sous la pression. Oh là là, les pauvres. Et pour clore ma vision du body positif et ce que moi j'en fais, je pense que travailler avec des personnes en situation de handicap au quotidien m'aide avec mon rapport au corps. C'est impossible que ça n'ait pas un impact. C'est finalement une forme de body neutrality, mais pas de façon malsaine. Je ressens pas de pitié pour leur situation ou je m'estime pas plus chanceuse. En fait, je les trouve inspirants. J'admire leur force de caractère, leur envie de vivre, leur enfoutisme face au regard des autres. Un jour, j'ai prêté une palette de blush à une des résidentes car elle était invitée à un mariage le week-end et c'était trop chou. Elle s'est sentie tout de suite super belle alors qu'elle avait juste un peu de rose sur les joues. Et moi, je mets une quinzaine de produits sur mon visage et je peux me sentir trop moche. Il y a quelque chose d'innocent chez eux qui m'apaise et qui, oui, a contribué à un regard sain sur mon corps. Étant donné que la photothérapie est mon domaine, j'ai envie de faire un lien avec tout ce que je viens de vous raconter. Pour rappel, la photothérapie, ou la thérapie du corps et de l'image, comme vous préférez, c'est une méthode thérapeutique qui a pour but de se réconcilier avec son image, de se reconnecter à son corps et de s'accepter tel que l'on est.
Pour cela, j'utilise la photographie comme un outil permettant de se confronter au réel et de se faire face. La photographie est un outil très puissant pour révéler les émotions qui sont notre matière de travail. Je me suis alors demandé, est-ce que la photothérapie correspond aux valeurs body positives ? À cette question, ma réponse est « ça dépend ». La démarche thérapeutique est une démarche personnelle, n'importe qui devrait pouvoir en bénéficier quand c'est nécessaire. En photothérapie, qui a un lien direct avec le corps, c'est le patient qui apporte la matière de travail et non le thérapeute. Ce qui signifie que quelqu'un peut me dire en séance « je ne supporte plus mon corps » et c'est ok, je n'ai pas à donner mon avis. Ensemble, nous allons comprendre pourquoi ne plus se supporter, pourquoi son corps a cette apparence, qu'est-ce que ça vient dévoiler, quelle émotion ça vient éveiller. Et le but de cette thérapie est de réparer l'estime de soi et d'être en paix avec soi-même, et ce, pas uniquement envers son corps. La finalité est en quelque sorte body positive, mais le chemin pour y arriver ne passe pas du tout par là. Au contraire, c'est hyper confrontant de se regarder dans une glace en sous-vêtements ou de réaliser une visualisation émotionnelle, mais si le patient enfouit ses émotions en affirmant « tout va bien, j'aime mon corps », alors qu'il pense tout le contraire, nous ne pouvons pas avancer. La thérapie, c'est dire l'indicible, et en photothérapie, on laisse de côté l'intellectuel pour donner toute sa place à l'émotionnel. Je parlais précédemment des réseaux sociaux, et en écrivant ce podcast, j'ai réalisé que les vidéos où je donne des conseils pour prendre la pause pouvaient être mal interprétées par une personne partisane du mouvement. On pourrait croire que je cherche à tromper, à montrer en photo un corps qui ne correspond pas à la réalité, comme le démontre la trend Insta versus Reality, que le message dit que vous êtes moins beau quand vous ne prenez pas la pause. Et oui, franchement, je peux entendre que vous ayez cette façon de voir les choses et que vous preniez le naturel à tout prix. Mais en réalité, derrière cette pose dite avantageuse, il y a de nombreux bénéfices secondaires. Tout d'abord, se voir en photo est une façon de se découvrir autrement. En prenant la pose adaptée à votre morphologie, vous vous mettez certes à votre avantage, mais vous contribuez à construire ou renforcer l'estime de soi. Et la confiance en soi, l'estime de soi, c'est bien tout le sujet de ce podcast. Donc rien que pour ça, ça vaut la peine. Apprendre à poser permet d'être à l'aise et d'optimiser ses chances de s'apprécier en photo. Ce qui est plutôt sympa, comme ça, vous n'appréhendez plus le moment où on vous convoque pour une photo de groupe. La gestuelle, autrement dit le non-verbal, est porteur de messages. Vous pourrez alors dire quelque chose de plus fort, plus personnel, plus pertinent, en incluant du mouvement à votre photo qu'en étant debout, bras et jambes tendus. Quand on commence à comprendre ce qui nous met en valeur, on ose plus facilement. Et c'est ça aussi la photo, c'est s'amuser et s'autoriser à être soi. Si se mettre à son avantage est possible, se mettre à son désavantage est tout à fait faisable également. Une mauvaise lumière, un angle de vue pas terrible ou la façon de se tenir, c'est comme quand je regarde une émission à la télé. Quand le présentateur parle, on lui trouve rien de choquant et hop, vous mettez en pause pour n'importe quelle raison et son visage est moins joli car il était en train de parler. Eh bien, c'est pareil pour vous. Dans la vie de tous les jours, quand vous êtes assis, vous ne vous tenez pas forcément droit et même si vous pouviez vous voir, ça ne vous choquerait pas. Mais si je vous prends en photo à ce moment-là précis, vous n'allez sûrement pas aimer le résultat. Une photo, c'est un instant capturé et c'est plus difficile d'apprécier son image quand elle est figée qu'en mouvement. Donc ne culpabilisez pas de prendre une pose qui vous avantage si au final ça fait du bien à votre ego. C'est déjà la fin de cet épisode, mais j'avais envie de conclure par une citation que j'aime beaucoup. S'aimer demande un effort, mais se détester est encore plus fatigant. Si le podcast vous a plu, déjà je suis très contente. N'hésitez pas à le liker ou le partager autour de vous et éventuellement vous abonner à la chaîne. Mais nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.